On a tous en tête cette image un peu idéalisée du rêve parisien, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, dans ce décryptage, on va s'intéresser à une réalité beaucoup plus sombre. Une réalité tragiquement ignorée qui se déroule en plein cœur de la capitale, l'exploitation systémique des migrants népalais. C'est ce qu'on appelle tout simplement le racket de l'asile. On parle ici d'un écosystème entier, construit de toutes pièces sur des mensonges, qui cible une diaspora hyper vulnérable et qui est orchestré par des gens agissant totalement dans l'ombre. Alors plongeons directement dans les rouages de cette tragédie moderne pour comprendre comment on passe d'un simple clic sur Internet à un isolement total. Au programme d'aujourd'hui, d'abord l'illusion d'un asile facile, ensuite le voyage clandestin vers Paris, puis le piège de l'exploitation en lui-même et pour finir, le silence glaçant de la communauté. On commence donc avec la première partie, l'illusion de l'asile facile. Tout démarre souvent à des milliers de kilomètres de la France sur des applications qu'on scrolle tous les jours. Sur TikTok, par exemple, le message des passeurs est direct et super percutant. Venez à Paris, nous aidons. L'asile s'obtient en 1 an. C'est fait pour être absolument irrésistible. Ces courtiers ciblent précisément des Népalais qui sont déjà en Europe de l'Est, dans des pays comme la Croatie, la Roumanie ou la Grèce, et qui ont souvent des visas de travail saisonniers. On leur vend le mirage d'une communauté soudée qui va tout prendre en charge et garantir des papiers français en un temps record. Mais attention, cette promesse a un prix et pas n'importe lequel. Le chiffre clé à retenir ici, c'est 1,2 à 1,8 million de roupies népalaises. C'est une somme littéralement faramineuse que ces migrants doivent verser aux intermédiaires avant même de poser un orteil en France. En clair, la ruine financière commence bien avant le début du voyage. C'est une stratégie redoutable. On s'assure que la personne est déjà lourdement endettée, ce qui limite évidemment toute chance d'évasion par la suite. Le contraste est vraiment déchirant. D'un côté, on a l'espoir pur de migrants qui cherchent juste un peu de stabilité, et de l'autre, des intermédiaires cupides qui s'en mettent plein les poches. C'est un rapport de force entre prédateurs et proies qui s'installe directement au sein même de la diaspora. On manipule la confiance culturelle pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Deuxième partie de notre analyse, le voyage vers Paris. Une fois l'argent versé, il faut passer à l'action et traverser l'Europe. Il faut vraiment imaginer la tension dans ces moments-là. Dès l'instant où ces travailleurs quittent leur emploi légal en Europe de l'Est, le cauchemar commence. Les réseaux les entassent dans de simples taxis ou des bus pour traverser les frontières en toute discrétion. Et c'est précisément pendant ce trajet en voiture qu'ils basculent. Ils passent du statut de travailleur régulier à celui de clandestin, perdant au passage absolument tous leurs droits. Si on regarde le manuel opératoire de ces courtiers, c'est d'un cynisme absolu. Étape 1, le leurre sur les réseaux sociaux. Étape 2, le transport routier dans l'illégalité. Étape 3, la fabrication de faux papiers dès l'arrivée. Et enfin, étape 4, l'intégration forcée dans un marché du travail souterrain. C'est pas juste un déplacement géographique, c'est un véritable tunnel, soigneusement pensé pour les enfermer dans un système de fausses identités dont ils ne peuvent plus sortir. Ce qui nous amène à la troisième partie, le piège de l'exploitation. À Paris, la réalité est aux antipodes des vidéos glamour de TikTok. La machine à extorsion se met en route et les migrants deviennent de véritables vaches à lait. Les méthodes sont nombreuses, on leur facture des milliers d'euros pour inventer de fausses histoires d'asile ou payer des avocats bidons. Il y a aussi le racket au logement, où on les entasse dans des appartements minuscules appartenant au réseau avec des loyers exorbitants. Et le plus atroce dans tout ça, ce sont les témoignages glaçants d'abus physiques subis par des femmes, souvent arrivées seules de Croatie ou de Roumanie, et qui se retrouvent d'une vulnérabilité totale. Faut bien comprendre jusqu'où ça va avec un exemple très précis. Les salons d'esthétique parisiens. Au tout début, le réseau leur dit « Ne t'inquiète pas, tu vas juste y faire un peu de bénévolat ». Bien sûr, ça se transforme illico en travail acharné sous-payé. Et le stratagème est machiavélique. En cas de contrôle des autorités dans le salon, les travailleurs ont l'ordre strict de se faire passer pour des clients. Ça garantit une main-d'œuvre quasiment gratuite pour le patron et des commissions à vie pour l'intermédiaire. Mais on peut se demander pourquoi ne s'enfuient-ils pas? La clé du système, c'est le verrou psychologique. Ils vivent dans la terreur constante d'être expulsés. Souvenez-vous, ils ont abandonné un travail légal ailleurs, en Europe, et ils sont criblés de dettes, donc impossible de rentrer au Népal. Ils sont coincés. Et les passeurs jouent constamment sur cette peur en menaçant de les dénoncer à la police. Cette pression permanente les oblige à tout subir dans le silence le plus absolu. Quatrième et dernière partie de ce décryptage, le silence de la communauté. Face à une telle détresse, on pourrait s'attendre à ce que la diaspora vienne en aide aux victimes, non? C'est ce que tout le monde se dit. Les organisations népalaises basées en France vont agir comme un filet de sécurité. Sauf que la réalité du terrain est effarante. Quand des familles restées au Népal s'inquiètent et contactent ces associations, c'est le mur de la honte. Les appels sonnent dans le vide, les messages sont laissés en vue, et au mieux, on leur répond un glacial « on ne les connaît pas ». Comment expliquer un tel silence? Eh bien, les enquêtes montrent qu'il y a une complicité systémique, une véritable omerta.
En fait, beaucoup de membres de ces organisations associatives ont eux-mêmes profité du système d'asile par le passé. Et surtout, c'est un petit monde. Il est très fréquent qu'ils aient un ami, un cousin ou un membre de leur propre famille impliqué dans ces réseaux de passeurs. Dénoncer le racket, ce serait dénoncer son propre entourage. Alors la loi du silence l'emporte. Tout ça nous laisse avec une question qui met vraiment mal à l'aise. Comment une communauté peut-elle fermer les yeux et même participer à l'exploitation de ses propres membres? C'est un effondrement moral vertigineux où la confiance culturelle est devenue une vulgaire marchandise. On sacrifie les plus faibles sur l'autel de l'argent, et tout ça en plein Paris. C'est une mécanique impitoyable, et ça donne sérieusement matière à réfléchir sur la nature humaine, n'est-ce pas?